Bonjour à tous, il est 16h05, je pense qu'on va pouvoir commencer. Alors, je suis très contente de vous accueillir aujourd'hui pour notre meet-up dédié à la piétonisation. Donc, pour commencer, je vais me présenter brièvement. Je m'appelle Léa, je suis chargée d'affaires publiques chez QCIT et aujourd'hui, je suis accompagnée de Marie, qui est notre responsable développement. Alors, pour information, le dernier événement que l'on avait fait de ce type avait été organisé en mars. C'était un meet-up qui était dédié au nudge et à son influence sur le comportement des citadins. Donc, si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller voir notre site internet où se trouve le replay. Peut-être quelques mots sur les aspects pratiques du déroulé aujourd'hui. Donc, on a prévu le même format que d'habitude, à savoir 15 minutes par présentation de chaque intervenant. N'hésitez pas à poser vos questions sur la boîte de chat Zoom qui se trouve en bas de l'écran sur le bouton converser. On va collecter toutes vos questions tout au long des présentations et on se chargera de les poser lors de la partie questions-réponses à la fin du meet-up. Voilà, je pense que Marie a posé une question. Est-ce que vous la voyez tous? Ok, parfait. Donc, avant de commencer, j'aimerais vous dire quelques mots sur QCIT pour ceux qui ne nous connaissent pas. Alors, QCIT, ça veut dire ville quantifiée en anglais, et on est une entreprise bordelaise créée en 2014, ça fait 7 ans maintenant. Et notre mission, notre souhait, c'est de contribuer à rendre les villes plus agréables, efficaces et durables. Et pour ça, on va modéliser les comportements humains grâce à l'intelligence artificielle, ce qui fait de nous des spécialistes du milieu urbain. On a aujourd'hui 2 cas d'usage à cette technologie, la mobilité et l'aménagement urbain. Donc, pour illustrer notre travail sur la mobilité, je vais vous présenter brièvement notre produit QCIT Bike. Donc, QCIT Bike, en fait, c'est un logiciel conçu pour les opérateurs de vélo en libre service, donc, comme le Vécube à Bordeaux ou le Vélib à Paris. Et en fait, il permet un meilleur rééquilibrage des stations afin que des véhicules, enfin des vélos du coup, et des bornes soient toujours disponibles pour les usagers qui utilisent ce service. En fait, avec notre logiciel, les opérateurs obtiennent une feuille de route digitalisée qui va les assister dans leurs tâches quotidiennes. Donc, par exemple, faire moins de routes avec les camions. Donc, les camions servent au rééquilibrage des stations et permettent d'ajouter ou d'enlever des vélos pour que les stations soient toujours équilibrées. Et donc, cette feuille de route va permettre également d'augmenter la disponibilité du système. Et en fait, pour réaliser ça, QCIT Bike prédit le remplissage des stations et chaque jour, il donne aux opérateurs, via un tableau de bord et une application mobile, le nombre exact de vélos à ajouter ou à enlever pour que les systèmes soient toujours équilibrés. Donc ça, c'était pour la partie mobilité. Pour la partie aménagement urbain, donc le second cas d'usage à notre technologie, nous avons pour but d'améliorer la qualité de vie en ville en prenant en compte la vie des citadins. Donc là, on a une solution qui s'appelle QCIT Confort, qui pour le coup est plutôt à destination des collectivités et des aménageurs urbains, et qui permet de modéliser la relation entre une perception humaine, c'est-à-dire un avis sur la ville à un instant T, et l'état de la ville. En fait, le principe est relativement simple. On va aller sur le terrain, dans l'espace urbain, et on va poser des questions aux usagers de ces espaces. Donc, c'est une enquête qui est in situ et qui va nous permettre de collecter des données dites humaines. C'est-à-dire, par exemple, par rapport au confort des piétons, à leur ressenti sur la marchabilité d'une rue ou encore sur leur stress aux abords d'un axe routier, par exemple. Et toutes ces données humaines, elles vont être croisées avec des données dites urbaines qui vont, elles, décrire l'environnement. Savoir si, par exemple, il y avait une route, un banc ou des espaces verts à proximité de la personne qui vient d'être sondée. Et c'est le croisement de toutes ces données, restituées sous forme de cartographie, comme vous pouvez le voir à l'écran, qui nous permet de mieux comprendre et de mieux percevoir les attentes des usagers pour les prendre en compte dans les aménagements urbains futurs. Donc voilà pour la présentation de QCIT. Et du fait de notre activité, chez QCIT, on s'intéresse à la mobilité dans son ensemble. Et c'est pourquoi il nous a paru assez intéressant de s'attarder sur le sujet de la piétonisation et notamment des a priori qu'on pourrait avoir de ces projets de piétonisation et de leurs retombées positives ou négatives. Pour donner un petit peu de contexte, pour nous, la piétonisation, ça désigne le fait de transformer la circulation d'une rue, d'une place ou d'un quartier
afin de la réserver majoritairement aux piétons et de favoriser la marche comme mode de déplacement. On a remarqué également que depuis le début des années 2000, le piéton était devenu un enjeu central dans les débats de l'aménagement urbain, notamment en Occident. Pourtant, ce n'est pas une question qui est nouvelle, c'est même une problématique qui est abordée depuis les années 60-70, en Europe comme aux États-Unis. Et d'ailleurs, à cette époque, il y a eu des projets de piétonisation qui ont commencé à émerger dans les débats politiques, mais malheureusement, tous n'ont pas vu le jour, comme celui du Madison Avenue à New York, qui avait été porté par le maire de l'époque, John Lindsay, en 71. Et ce projet, en fait, a échoué du fait d'une approche un petit peu trop focalisée sur l'opposition piéton-automobile et aussi sur une forte sur une forte contestation des commerçants aux alentours. C'est pourquoi aujourd'hui l'approche a un petit peu changé, puisque lorsqu'un projet de piétonisation est initié, on va davantage mettre l'accent sur la cohabitation des modes de déplacement plutôt que d'opposer systématiquement piétons et automobiles. Et en fait, on peut le comprendre parce que les enjeux sont importants. On a un enjeu sur la pollution de l'air, sur la réduction du bruit, sur la qualité de vie, la fréquentation des centres-villes et aussi sur les bienfaits que la marche peut apporter à la santé de la population. On a pu constater également, avec la crise sanitaire et les confinements qui se sont succédés, que la marche avait été repensée comme un véritable mode de transport sûr, en opposition aux transports en commun, par exemple, qui étaient et sont toujours perçus comme des vecteurs de transmission du virus. Cependant, ces projets sont parfois soumis à des contestations, qu'elles émanent des automobilistes, des commerçants ou encore des riverains de ces aires nouvellement piétonnisées. Et c'est pourquoi on s'est posé la question de savoir si on pouvait considérer la piétonisation comme l'avenir des centres-villes et si la marche était en voie d'être considérée comme un mode de transport à part entière. Aujourd'hui, pour répondre à ces questions, nous avons invité 3 experts qui représentent des structures différentes, mais qui travaillent tous sur cette même thématique. Donc aujourd'hui, nous sommes en présence d'Hervé Judeau, qui est délégué de Paris et membre du conseil d'administration de l'association Rue de l'Avenir. Donc c'est une association qui milite, entre autres, pour une meilleure qualité de l'espace public via le développement de la marche et de la prise en compte des personnes vulnérables dans l'espace urbain. Nous sommes également en présence de Lionel Faure, qui est chef de projet modes actifs espace public à la métropole de Grenoble, donc il travaille au sein de la direction mobilité, transport et conception de l'espace public qui veille qui conçoit les espaces publics en veillant à l'équilibre du partage entre les différents modes de déplacement. Et enfin, nous sommes également en présence de Louis Boulanger, qui est ingénieur expert en mobilité urbaine chez Indigo. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Indigo, c'est un cabinet de conseil qui accompagne les collectivités et les entreprises dans leur stratégie de développement durable. Voilà, j'en ai terminé avec cette introduction. Je vais maintenant laisser la parole à Hervé Judeau, qui va nous parler de la révélation de la marche dans l'après-Covid. Bonjour à toutes et à tous et merci Léa pour cette présentation. Effectivement, à l'origine, les villes étaient piétonnes. Ça, c'est l'histoire. Et le 21e siècle nous a éloignés de ce mode de déplacement qui a commencé à renaître au début du 21e siècle, là. Mais la pandémie l'a peut-être accéléré, l'a sûrement accéléré. Alors, on va essayer de parcourir maintenant tous les bienfaits de ce mode de déplacement. Et la crise sanitaire, en fait, elle va nous servir de révélateur euh, par rapport à une crise environnementale globale. C'est aussi un révélateur qui est très, très important pour nous permettre de comprendre comment on pourra répondre demain aux objectifs de résilience, de flux-égalité, de nature en ville et de qualité de l'espace public. Et puis, on va s'intéresser également aux nouveaux enjeux de la ville de demain,
avec quel impact sur le comportement humain, comment vont évoluer les espaces publics, quels sont les usages qu'il ne faudra pas oublier, comment partager la rue, parce que c'est une question qui est toujours rémanente avec la pratique des mobilités actives, en espérant qu'elles seront compatibles entre elles, parce qu'on traite trop souvent séparément le vélo de la marche. Et ça, c'est vraiment dommage dans les politiques publiques qu'on ait cette séparation dans l'appréhension de l'espace public. Et puis, l'idée, c'est de permettre l'inclusion de tous les usagers, et notamment les plus fragiles. Alors, dans le passé, certaines actions du programme d'urbanisme tactique ont été étudiées avant le confinement, et ça a donné lieu à des transformations des rues en ménageant des trottoirs plus larges, en faisant en sorte que le stationnement soit plus diminué. Et puis, grâce ou à cause du confinement, on a eu des extensions de terrasses qui sont allées également remplacer des places de stationnement. Et cet urbaniste tactique, il nous sert de modèle d'expérimentation dans le cadre de toutes ces piétonisations provisoires qui pourront petit à petit être transformées. Dans les images qui suivent, donc, on a quelques données qui sont importantes parce que c'est des données juste avant la crise. En fait, aux assises de la mobilité d'Île-de-France, puisque j'interviens plus en Île-de-France qu'ailleurs, les premiers résultats de l'enquête globale transport 2010-2020 nous ont donné des résultats extrêmement importants par rapport au développement de la marche, puisque la croissance en 10 ans, elle est de 9% de déplacement à pied. Cette enquête globale transport, elle s'est tenue de 2018 à 2019. Aujourd'hui, j'aimerais bien avoir le résultat, puisque ce chiffre en augmentation a été, on l'estime en tout cas, considérablement augmenté, puisque les gens, au début du confinement, ont préféré être isolés dans leurs déplacements et utiliser moins les transports collectifs. Évidemment, ils ont utilisé un peu leur voiture, mais beaucoup la marche. Et ce qui était intéressant dans cette enquête que j'ai pointée, c'est que dans ces résultats, il était dit que travailler à son domicile reste marginal. Alors là, c'est un point sur lequel il faudra qu'on se réinterroge, parce que est-ce que le travail à distance, comme on le fait d'ailleurs actuellement, est-ce qu'il sera, lui, pérenne, ou est-ce qu'il y aura des retours? Alors, il y en a qui disent que ça va accentuer le télétravail, jusqu'à quel point? Et à partir de ce moment-là, est-ce que les gens continueront à se déplacer, et en particulier à pied? Voilà, donc ça, c'est une interrogation. Euh, Évidemment, quand on regarde ce qui préexistait, puisque je reviens juste avant la crise, il y avait un plan piéton à Paris qui préexistait depuis 2017, enfin il y a toujours ce plan piéton d'ailleurs, et qui lui, il s'appuie sur des centres de quartier, les rues commerçantes, et il s'aménage par secteur, puisque déjà, grâce à la ville haussmannienne, l'ensemble de ces secteurs sont reliés entre eux par des artères, des voies. Le maillage parisien est extrêmement dense et permet facilement d'aller d'un quartier à l'autre. Et donc, les traitements portent principalement sur des coupures urbaines, sur des aménagements particuliers, sur le développement de rues en partage, etc. Et alors, l'autre problématique, elle est différente, c'est un réseau piéton magistral qui se développe dans le cadre de la ville de Strasbourg, et qui est aussi une autre appréhension plus globale. Je reviendrai un petit peu plus loin sur cette appréhension et l'échelle de cette appréhension, mais continuons la présentation. Euh, Puisque pendant cette pandémie, nous nous sommes aperçus avec les deux autres associations dont l'activité
tourne en faveur du développement de la marche et de la place du piéton dans la ville. On s'est rendu compte donc avec 60 millions de piétons qui étaient anciennement les droits du piéton et la Fédération française de randonnée qui était avant la Fédération française de randonnée pédestre, on s'est aperçu que toute l'action du gouvernement était tournée vers le développement des mobilités cyclables. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le piéton a toujours été oublié. Et parmi les piétons, les personnes âgées, celles qui ont des difficultés de mobilité, puis les enfants, sont des oubliés de la ville. Et donc, on a demandé au gouvernement, dans le cadre de ce communiqué de presse publié en juin 2020, on a demandé des mesures pour la marche. Et il y a eu donc un résultat puisque le CEREMA s'est appuyé sur les compétences des membres de Rue de l'Avenir également, et puis les siennes, puisque le CEREMA est très attentif à ces questions-là, et a organisé avec nous un webinaire qui a réuni 700 personnes. Donc, ce collectif qui a été créé à cette occasion avait pour objectif une meilleure prise en compte du piéton dans l'espace public, la promotion de la marche, en développant la culture de la marche et du déplacement piéton, en aménageant des villes et des quartiers marchables pour multiplier les piétons, plus justement le déplacement à pied est facile, aisé, en sécurité, etc., plus il y aura des piétons. Et puis, aujourd'hui, il est reconnu, et tout le monde le dit, que la marche répond aux enjeux de santé, de réduction des coûts sociaux, de l'accessibilité, l'attractivité de la ville, et puis bien sûr derrière la sanctuarisation du trottoir. J'ai vu une petite intervention. La marche, c'est pas de se laisser marcher sur les pieds par les autres modes de déplacement, et c'est pour ça qu'on pousse à cette sanctuarisation du trottoir sur laquelle je reviendrai également. Les recommandations du ministère ont suivi, puisque le CEREMA a publié un guide d'aménagement provisoire. Je ne vais pas y rester longtemps ni à regarder les mesures qui sont préconisées, mais de façon identique à celui qui avait été produit pour les mobilités cyclables. Donc, on se retrouvait à égalité, mais je suis d'accord, l'appréhension des deux simultanément semble être complexe et on y reviendra un tout petit peu plus loin. Et donc, la vraie question qu'on s'est posée ensuite, c'est est-ce que nos villes sont réellement marchables? Et pour ce faire, merci Léa, pour ce faire, la deuxième action du collectif, après avoir interpellé le gouvernement, c'était de lancer un baromètre des villes marchables de façon un peu identique au baromètre des villes cyclables qui avait été lancé par la FUB il y a 1 an et demi, 2 ans. La marche, elle répond déjà à la demande des habitants de se réapproprier la rue. La crise sanitaire a accéléré le mouvement qui s'amorçait depuis quelques années. On en a parlé. Plusieurs thématiques ont été explorées concernant le ressenti du quotidien du marcheur. Est-ce qu'il se sent en sécurité? Est-ce qu'il marche de façon confortable, avec des aménagements, des aménités, des services, une signalétique, des informations, des bancs, des fontaines, etc. Une acceptation, est-ce qu'il se sent respecté par les autres usagers, les riverains et tous? Et puis, son avis sur l'importance donnée au déplacement à pied par la commune et son avis sur les aménagements et équipements pour améliorer le quotidien des marchands. Donc, on a obtenu 68 000 réponses, 43 200 réponses sont exploitables,
un peu plus de femmes qui marchent davantage que les hommes ou qui répondent davantage à cette question. 46% de répondants entre 55 et 74 ans, puisque la marche, c'est aussi la question de la sociabilisation et de la vie au sein du quartier. C'est le lien social qui est derrière cette pratique. Et donc, on a adressé à la presse et aux élus une tribune le 2 juin, mais surtout, on va mettre à disposition des résultats globaux le 1er septembre, dans les perspectives d'organiser le 17 septembre à Marseille les premières assises de la marche en bien sûr, cette enquête, elle a fait suite à une enquête préalable. Rue de l'Avenir existe depuis plus d'une trentaine d'années. On s'est toujours posé ces questions. Et cette enquête préalable, elle nous a permis d'être à la source de ce questionnaire. Je répondrai aux questions après, mais elle a été importante pour nous faire prendre conscience que les interrogations de tous sur la marche avait changé et avait évolué, ce qui est extrêmement nouveau. Et donc, on traite des questions de la valorisation des impacts économiques de la marche en matière de consommation, en matière d'entreprise, puisque la marche génère aussi des besoins, et puis en matière d'économie, des coûts sociaux liés à la santé, mais je reviendrai là-dessus s'il y a des questions. Et donc, ce que je voulais montrer au moment de cette présentation, c'est que la marche, elle doit et elle est au cœur des stratégies urbaines. Les mobilités piétonnes sont des moteurs de projets de territoire. Ça, c'est quelque chose à la fois de nouveau, mais d'extrêmement important. Quand on regarde les projets comme le projet Action Cœur de Ville qui vise à redynamiser 222 villes françaises, la marche, c'est l'animateur du centre-ville. Et donc, quand on regarde les 5 axes thématiques qui accompagnent ces projets de redynamisation des centres-villes, on voit bien sûr la question de la réhabilitation et la restructuration, le développement économique et commercial, mais surtout l'accessibilité, la mobilité, les connexions, puisqu'on a bien vu que la marche était aussi un des vecteurs de la consommation, du commerce, du tourisme, des dépenses. C'est pour ça que je vous ai parlé de cette question préalablement. Les rues piétonnes sont à l'origine de l'acceptation quelque part de la disparition progressive des voitures dans les centres-villes pour que les piétons, qui sont les premiers consommateurs, soient présents et animent les commerces. Et quand vous regardez lors des rencontres d'Arras qui ont eu lieu avant le Covid, eh bien, la richesse du patrimoine, elle était valorisée à partir du moment où on pouvait le découvrir. Et donc, la ville d'Arras, qui est un des moteurs qui a développé d'énormes projets territoriaux, s'appuie sur la marche pour relier les quartiers entre eux, mais aussi pour piétoniser quelques espaces très riches du centre-ville, chargé d'histoire avec ces 2 places historiques remarquables. Je ne reste pas sur ce programme, je reviens à l'histoire. En fait, la marche, elle est rentable quand on se déplace dans de petites unités, dans des villes de 15, 20, 25 000 habitants. Et quand on regarde la ville qu'avait tracée Ebenezer Howard à la fin du 19e siècle, comme un projet des cités-jardins autour de Londres, on voyait bien que ces petites unités qui étaient des unités multifonctionnelles, où on retrouvait toutes les fonctions urbaines connectées à la grande ville,
avaient leur propre autonomie et étaient favorables au développement piéton puisqu'on n'avait pas besoin de parcourir de grandes distances. C'est la ville des courtes distances dont on reparle aujourd'hui. D'autres modèles de villes, comme Amsterdam, avec, cette extension que vous voyez en bas et à droite, et qui ressemble assez furieusement au schéma de Richard Rogers qu'il a publié en 1999, qui montre la ville polycentrique autour du noyau principal de la grande ville. Et tous ces aspects de ville compacte dans l'agglomération polycentrique sont favorables à la marche, puisque l'échelle de la ville est marchable comme l'était celle du Moyen Âge. L'intermodalité, on la retrouve aussi comme un levier du développement de la marche. Et vous voyez le schéma du nouveau Grand Paris Express, qui est ce réseau de métro tout autour de Paris. Chacune des stations est l'objet d'une attention particulière pour que les habitants dans un périmètre de 800 mètres autour de chacune des stations puissent aller prendre leur transport collectif à pied. Et ça, c'est extrêmement important. Et donc, c'est là que se rejoignent aussi bien la petite échelle que la grande échelle du territoire. J'en aurais presque fini quand je parle simplement de la création de la culture de la marche, dépasser le caractère purement fonctionnel, puisque la marche, c'est aussi le levier des relations sociales. Donner le goût de la marche aux enfants. Et là, mes collègues parleront bien de la rue aux enfants, de la rue scolaire, sur laquelle Rue de l'Avenir travaille depuis plusieurs années dans le cadre d'un autre collectif qui s'appelle Rue aux enfants. Et puis, c'est aussi les bienfaits qui sont aussi bien dans l'histoire avec les philosophes qui au gré de leur promenade, évoquaient un certain nombre de choses et la mise en valeur du patrimoine. Et donc, pour en finir, vous trouverez sur le site un certain nombre de liens dans ce domaine. Et puis, bien sûr, je vous invite tous et toutes aux rencontres de Marseille du 17 septembre. Et je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci Hervé pour cette intervention. Alors, on va maintenant écouter Lionel qui va nous présenter le projet Place aux enfants de Grenoble Métropole qui vise à piétonniser les rues aux abords des écoles. Bonjour à tous. Donc Léa, je te laisserai défiler de diapos, je te ferai un petit signe. Donc Lionel Faure en charge des... Je suis dans une direction un peu transverse qui travaille à la fois sur les enjeux de mobilité et d'espace public. Donc je travaille au sein de la métropole de Grenoble, qui est passée métropole en 2015, donc qui a récupéré la compétence voirie espace public au détriment des communes, puis au détriment des départements en 2017. Donc, on a une compétence pleine et entière, même si les maires ont un grand rôle à jouer. Je vous le rappelle, ils sont encore élus au suffrage universel. L'agglomération grenobloise, c'est 450 000 habitants. La ville-centre, c'est que un tiers des habitants. Donc, on est une ville-centre très dense, mais l'agglomération est très, très grande. Depuis effectivement le mandat de 2014 et aujourd'hui dans la continuité, on a basculé finalement dans des politiques publiques qui font la part belle au mode actif, la marche de manière générale au titre des aménagements de l'espace public et puis un plan vélo ambitieux. Donc, tu peux passer directement à la diapo numéro 3. Juste préciser en amont que l'agglomération grenobloise, c'est une agglomération avec 25 communes, 20 petites communes, pardon, donc un territoire rural et de montagne, et qu'on a aussi beaucoup de villages
et les problématiques sur lesquelles on travaille au quotidien avec 49 maires ne sont pas que des problématiques urbaines, mais aussi rurales, de montagne et interurbaines, notamment en rabattement vers les transports collectifs. Donc l'ensemble de cette stratégie, je fais vite, hein, elle s'inscrit dans un plan de déplacement de mobilité urbaine qui a été voté en 2019, qui fédère un peu toutes les thématiques transport, hein, et là j'en présente juste quelques-unes hein, pour faire cohérence avec le sujet du moment. Une logique de métropole apaisée qui a visé dans un premier temps à générer la réglementation à 30 km/h par le développement des usages, par des aménagements de qualité qui incitent au développement d'autres usages. Et puis progressivement arrivent des plans de circulation qui contiennent le transit dans les quartiers, les rues écoles, c'est le sujet du moment. Et tout ça à travers également des outils, nouveaux outils, un guide métropolitain des espaces publics qui vise à concevoir de manière un peu différente les espaces publics, notamment au profit des piétons, mais au profit aussi de nouveaux usages et de la qualité urbaine. Et puis de démarches assez plus courantes, hein, un plan vélo ambitieux qui voit la création d'un réseau cyclable au niveau de service, qui a déjà bien démarré. Et puis une démarche qui avait anticipé les appels à projets de l'État, finalement une démarche qui a démarré en 2015, qu'on a appelée Cœur de ville, cœur de métropole, dont l'objectif est de requalifier les cœurs de ville et les cœurs de village, afin de conforter les pôles de vie en quelque sorte. Et en dessous, à la fin, donc en dessous du diaporama, il y a l'ensemble des politiques de restriction de circulation à des visées de qualité de vie, mais aussi de pollution de l'air, hein, donc les zones à trafic limité. Nous, on a une zone à trafic limité dans notre centre-ville, les zones à faible émission, et puis également des centres piétons qui s'élargissent. Donc, diapo d'après, encore une minute sur l'histoire des piétonisations à Grenoble. Donc, Grenoble a vu en 67, juste avant les Jeux Olympiques, une des premières rues piétonisées en France. C'est vrai que la voiture est arrivée très vite, mais on a très vite compris au bout d'une quinzaine d'années que elle était source de désagréments, j'ai envie de dire. Et puis après, jusque dans les années 80, il y a eu une série de piétonisations. On voit en quelque sorte sur mon plan le périmètre jaune-orangé. Et puis après, on a eu toute cette période, c'est valable quasiment en France, de période où il ne s'est pas passé grand-chose, en gros les années 90, les années 2000, sauf autour des projets tramway finalement, hein. Et dans le mandat précédent, nous, on a étendu notre zone piétonne autour d'une zone à trafic limité, hein. Il se trouve qu'on était dans un périmètre piéton un peu étriqué, si on comparait à d'autres agglomérations type Nantes, type Montpellier. Et enfin, en 2021, là, c'est tout récent au printemps, on a également, il y a la zone violette qui s'est décalée sur le support, mais bon, c'est un problème de PDF. On a également étendu notre périmètre piéton. On passe aux rues écoles. Donc, les premières rues écoles datent de 2000. Moi, c'est une de mes premières missions qui m'ont amené à travailler avec la métropole sur l'écomobilité scolaire. Donc, j'avais déjà, en début de carrière, déjà à travers des questionnaires et puis à travers ce diagnostic un peu difficile de l'accessibilité motorisée en voiture, travaillé sur ces sujets-là. Comme ça a été dit tout à l'heure par Rue de l'Avenir, on a eu aussi, nous, notre vague d'expérimentation et d'espaces libérés finalement à travers la crise du Covid, notamment déjà devant les écoles et puis l'extension des terrasses pour améliorer la distanciation sociale. Et puis se lance en ce moment sur la ville de Grenoble, mais que ça commence déjà à faire des émules dans les communes périphériques, le programme des rues écoles. Donc, juste repartir du diagnostic hein, que tout le monde connaît, mais c'est bien de le redire, c'est-à-dire que depuis une trentaine d'années, on a essentiellement travaillé sur les abords d'école sur une approche sécuritaire, en gros sur une approche qui répondait aux attentes du moment des parents d'élèves, hein, qui à la fois ne voulaient pas être contraints pour accéder à l'école en voiture, mais qui voulaient une sécurité absolue pour ceux qui ne venaient pas en voiture. Ce qui fait que, avec l'évolution des comportements, des modes de vie, voire des périmètres scolaires élargis ou des modes de garde, on se retrouve avec aucune contrainte et des problèmes d'engorgement, de manœuvres dangereuses et d'insécurité et de pollution aux abords des écoles. Au-delà de ça, on peut aussi constater, alors ce n'est pas complètement exhaustif et unanime, hein, mais une qualité assez médiocre des espaces publics qui sont traités de manière très fonctionnelle et très insécuritaire, avec souvent de l'inconfort, peu de végétalisation, et effectivement, comme c'est dit dans les commentaires, bruyant et très souvent pollué parce que
ma pratique un peu nuisible de moteur allumé, de manœuvre et d'individualisme exacerbé, j'ai envie de dire. Donc, suite à ce diagnostic, on a, à travers notre plan de mobilité déjà voté en 2019, hein, moi je pilotais des ateliers sur les modes actifs, on a inscrit dans notre plan de notre PDU un projet autour de l'écomobilité scolaire. Les enjeux de mobilité concernent aussi ces déplacements qui ne sont pas des déplacements domicile-travail, en lien effectivement avec l'opération savoir rouler à vélo portée par l'État et ses 2 ministères de tutelle. Et puis, dans la campagne de 2020 également, ça a été un marqueur fort. Vous avez à droite l'illustration de la campagne du maire de Grenoble qui s'est engagé à piétonniser les rues devant les écoles. Au niveau de la métropole, deux grands objectifs finalement qui sont assez liés, hein, la promotion des accès à l'école en mode actif, à pied et à vélo, hein, à élargir bien évidemment, même si c'est plus complexe et ce n'est pas forcément les prérogatives communales au collège et au lycée. Donc, deux manières de promouvoir l'accès à pied et à vélo à l'école, développer et sécuriser les cheminements, les logiques de continuité piétonne et de sécurisation des traversées avec des plateaux, avec des alternats de circulation. Et puis les logiques de restriction, hein. On sait que ça passe aussi par la contrainte, mais une contrainte qui est globalement, finalement, pas très difficile à accepter parce que les périmètres d'intervention sont restreints. Et, je le rappelle, les périmètres des cartes scolaires sont quand même très courts. Donc, on pousse les communes aujourd'hui à aller jusqu'à des piétonisations qui peuvent être, selon les cas, temporaires. Deuxième grand objectif, comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport à un diagnostic, c'est enfin proposer des aménagements qualitatifs, créer des aménités, faire en sorte que les piétons et d'autres usagers que les parents d'élèves et les élèves se retrouvent devant l'école, en quelque sorte, pour, dans certains quartiers très minéraux ou très urbanisés, créer des nouveaux squares en profitant du contexte parvis d'école pour implanter du mobilier d'agrément, pourquoi pas des bancs, pourquoi pas des jeux, travailler sur les revêtements et les adaptations au changement climatique. Voilà, et ça s'est traduit donc sur Grenoble par un projet sur lequel moi, au titre de mes compétences mobilité, je travaille depuis 6 mois avec la ville de Grenoble sur un projet prénommé Place aux enfants. Donc, c'est le nom qui a été choisi. Vous pourrez visionner la vidéo YouTube que j'ai mise sur le support, de toute façon que QSite mettra en ligne. Donc, ce projet Place aux enfants, c'est sur les 60 écoles grenobloises. Il y en a déjà 22 qui sont piétonnes. Il y en a 15 qui seront piétonnes parce que dans des parcs essentiellement, hein, ou très éloignés de la chaussée. On a un objectif de fermer, de libérer 15 rues en septembre 2021. Donc, je ne vous raconte pas dans quel calendrier on est parce que c'est dans quelques semaines. On libère ces rues à la fois de la circulation et du stationnement. Et c'est bien le sujet, hein, c'est créer de l'espace, ce n'est pas que contraindre la circulation, avec des aménagements transitoires que vous voyez en forme un peu 3D ici, partiellement en septembre et puis après à l'automne, et puis une co-construction avec les habitants, les parents d'élèves, les élèves sur les années qui suivent. Sur ces 15 rues, faute de budget, effectivement, on part sur des aménagements qui sont parfois légers sur 2 écoles, et puis on aura des aménagements transitoires qui vont préfigurer des aménagements plus lourds, au cas par cas, j'ai envie de dire, selon les opportunités de travaux, de réfection de chaussées, d'enfouissement de réseaux, de végétalisation, voire même de réfection d'école. J'en profite en parallèle pour parler des ambitions des communes qui aujourd'hui, nous on a 4 communes qui se lancent dans la désimperméabilisation et la déminéralisation des cours d'école, à la fois sur les enjeux d'îlots de chaleur, mais aussi d'un retour à un environnement un peu plus naturel pour les élèves et on va dire leur apprentissage au quotidien. Ces 15 rues représentent 1,9 km d'espace de kilomètres libérés et puis un volume de places de stationnement gratuites, voire payantes, non négligeables, de 300 à court terme. Voilà. Donc, effectivement, j'ai fait le petit calcul, on gagne des mètres carrés. Donc, deux pages pour illustrer un peu le concept. Donc, le concept, il est designé, donc il y a une identité un peu commune aux 15 rues, mais chaque rue a sa spécificité en termes
de densité d'habitat, de largeur, de fréquentation. Est-ce qu'il y a des commerces? Est-ce qu'il y a des particuliers? Est-ce qu'il y a des entreprises? Et donc, il y aura un design général qui s'accompagnera dans un certain nombre de rues de fermeture physique avec des barrières, et puis dans d'autres rues, uniquement de la fermeture visuelle, comme vous l'avez là sur ces chicanes, pour restreindre l'accès qu'aux ayants droit avec la signalisation réglementaire, mais on est quoi qu'il arrive, pas sur des enjeux de fermeture absolue, on n'est pas dans de la logique Vigipirate, mais bien dans de la logique de piétonisation, comme le sont nos centres piétons, où on a le matin des livraisons et puis des habitants, voire de la logistique qui vient livrer à l'école. Il y a encore une diapo, je crois. Non, mais on peut rester encore. Je peux juste commenter parce que je vais assez vite. Du coup, la diapo précédente, on est sur un kit qu'on appelle de démarrage qui design un peu l'école avec des aplats de peinture. À court terme, des logiques de jardinière pour bien occuper l'espace public et donner envie, avec soit du marquage, soit la barrière qui sera designée place aux enfants. Et puis des objets un peu ludiques qu'on ne voit pas forcément ici. Ce sera un petit panier de basket tout blanc, des choses sur lesquelles les enfants pourront finalement occuper l'espace public sous la forme de jeux ou d'objets sur lesquels ils inventeront des jeux. Donc 3 points, un marqueur en entrée et puis éventuellement en sortie, et puis une logique d'occupation du parvis de l'école afin de favoriser le séjour et les échanges sociaux, comme c'était dit tout à l'heure, devant l'école. Bien évidemment, je le redis, et c'est un des objectifs de créer finalement de la vie en dehors du fonctionnement de l'école. Pourquoi pas l'été si on est sur des espaces qualitatifs et ombragés. Ces projets-là, ils sont aussi le support de projets pédagogiques multithématiques, et on compte sur finalement les autres partenaires et les autres institutions parties prenantes, notamment les services éducation jeunesse des communes, l'éducation nationale au titre du savoir rouler, l'accompagnement de l'autorité organisatrice de la mobilité et les associations pour développer justement ces opérations-là. En élargissant, on est sur des enjeux de génération future et toute la pédagogie autour de l'environnement, de la qualité de l'air et des enjeux climatiques de l'eau. Et puis, ça peut être le support via des espaces libérés d'animation culturelle et artistique qui restent à construire aujourd'hui, à minima sur les sols et les murs, mais ça peut être des choses plus éphémères, des spectacles vivants, comme on les a vus progressivement émerger lors de la crise sanitaire, avec des choses moins structurées, moins ambitieuses, mais plus disséminées dans la ville pour répondre aux attentes des habitants, dont un des objectifs, c'est finalement que les gens s'approprient leur quartier et ne fassent plus des kilomètres et des kilomètres pour échanger avec leurs voisins. J'en ai fini. Je ne sais pas quel timing j'ai fait, mais je pourrais répondre à vos questions peut-être ultérieurement. C'est parfait. On va poser toutes les questions à la fin, une fois que les 3 interventions seront passées. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Lionel. Je vais maintenant laisser la parole à Louis, qui va nous donner des éléments de méthode pour développer la marche en milieu urbain en s'appuyant sur l'exemple du Grand Nancy. Et je vais aussi donner le contrôle de mon écran. Merci Léa. Oui, moi je vais vous parler du plan piéton de la métropole du Grand Nancy. Alors l'objet, c'est que je vais surtout vous parler de méthode. Alors attendez, je vérifie si ça marche. Oui, c'est bon. Je vais surtout vous parler de méthode plutôt que de vous parler de piétonisation. Je vous parlerai d'éléments comme il a très bien été dit par mes 2 prédécesseurs. Vous apercevez qu'on parle surtout d'éléments pour développer la marche à pied, plutôt que de piétonisation. Piétonisation, des fois, c'est des éléments de crispation. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a plein d'autres outils pour développer la marche. Et du coup, l'objectif, c'est qu'il y avait 2 concepts dont je voulais vous parler juste avant. Il y a bien la question de la marchabilité. La marchabilité s'approche plutôt sur une question d'espace. Ça désigne en gros les questions d'accès, de confort sur un espace public ou privé par rapport au déplacement piéton. Donc, ça parle autant du support que de la relation entre cet espace et son environnement, la proximité, par exemple, au service ou au lieu d'activité, ce qui nous donne envie de marcher. Le plan piéton, lui, ça va être une stratégie visant à favoriser
le transfert des différents modes de transport de la voiture individuelle vers la marche. L'objectif, c'est qu'on n'est pas juste sur une question d'infrastructure. Ça a été très bien dit juste avant. On est vraiment sur une approche qui va impliquer énormément de compétences d'une collectivité. Durant cette mission, donc on a fait, alors c'est une mission un peu classique, mais on a travaillé sur un diagnostic et sur un plan d'action. Il faut savoir que le diagnostic, la spécificité du plan piéton encore plus que les autres modes de transport, c'est que ça nécessite un nombre de compétences extrêmement variées qui va, par exemple ici, d'une compréhension fine des mobilités. Alors pour ça, on a exploité des sources de données qui existantes, notamment les différentes enquêtes et l'enquête ménage-déplacement qui est extrêmement généreuse en termes d'informations sur les motivations et les comportements de chacun. On a fait évidemment des analyses cartographiques, je pourrais vous en montrer quelques-unes. On a fait des micro-trottoirs, des analyses sociologiques, des marches, des diagnostics en marchant, etc., pour comprendre vraiment l'appréhension d'un espace, pour s'apercevoir que en fait, l'usage d'un espace, il est beaucoup plus complexe que pour d'autres modes de transport. On est de moins en moins dans les questions de tuyaux. Et évidemment, des notions de planification territoriale en lien avec le plan local d'urbanisme intercommunal qui était en train d'être réalisé au Grand Nancy. Pour la question du plan d'action, on a essayé de travailler un peu sur la co-construction du plan d'action par des concertations, on va dire, un peu classiques, c'est-à-dire forcément les élus, le conseil citoyen, qui était un peu un conseil de citoyens intéressés. On va dire que c'est un peu, je ne dis pas que c'est la concertation classique parce que le rapport était très intéressant, hein, mais le conseil citoyen et les sociopros, c'était deux approches qui sont assez classiques dans la concertation. Et les usagers, pour le coup, on est vraiment allé chercher des usagers tirés au sort pour que on récupère les sensations de gens du quotidien qui n'ont pas l'habitude de venir à des séances de concertation. Et qu'on essaye de comprendre vraiment ce qui fait qu'il pourrait marcher plus, ce qui ne marche pas, ce qui les gêne, etc., dans le développement de la marche. Donc les objectifs, évidemment, partager le diagnostic, tester des orientations, co-construire, définir des secteurs d'expérimentation. Et ensuite, je voulais juste terminer sur cette diapo pour dire qu'en gros, c'était une mission qui a duré assez longtemps, mais qui s'est terminée juste avant les élections municipales de 2020. Et donc, en gros, le plan piéton, pour l'instant, autant la démarche a été réalisée, autant Nancy, pour l'instant, n'a pas validé de plan piéton, puisque c'était tellement proche des municipales qu'ils ont mis la démarche en pause. Il y a eu un changement municipal à Nancy et la nouvelle équipe, en gros, s'approprie en ce moment la démarche. Et il y a une démarche un peu parallèle qui est en cours, qui est sur le plan métropolitain des mobilités, qui est un peu plus générale que la question de la marche. Mais en gros, il est repris pour l'instant pour pouvoir être réutilisé, amendé, compléter une démarche existante par la suite. Donc, le gros de mon intervention, c'est plutôt sur la question méthode que sur la question de ce que vous pourrez voir tout de suite ou des objectifs qui auraient été validés politiquement. Quelques éléments de diagnostic qui sont assez intéressants. Par exemple, l'analyse de l'enquête nous amène à regarder la marche à pied, pas forcément comme déplacement à part entière. Souvent, donc, ça a été très bien dit par Hervé tout à l'heure. En fait, la marche à pied, c'est rarement un déplacement tout seul. Souvent, c'est un maillon incontournable de l'intermodalité. N'importe quel automobiliste et marcheur, ne serait-ce que pour partir de sa voiture et aller à son bureau ou à son lieu de destination, même s'il est marcheur pour 20 mètres. Une personne qui prend le train, une personne qui prend le bus, le car est également marcheur. Sur le graphique que vous pouvez voir à gauche, en fait, on a essayé d'identifier pour chaque mode de transport principal. Quand je dis que je vais en train au boulot, je ne dis pas que je marche et que je vais en train, je dis que je vais en train. Et ben pour chaque mode de transport principal, on a identifié, par exemple, la distance qui était réalisée en marche à pied. Et on s'aperçoit qu'en fait, on marche quasiment autant quand on prend le bus ou le train que quand on marche du début à la fin de son trajet. Et donc, ces éléments-là, ça nous permet aussi de remettre un peu en perspective et d'essayer de savoir qui c'est qu'on va cibler quand on veut marcher, quand on veut remettre des gens à pied.
d'autres éléments de diagnostic, hein, il y en avait plein d'autres, mais je vous en ai sélectionné quelques-uns. Ça allait être d'identifier ce qu'on veut capter. Par exemple, ici, on a fait un focus sur les motifs de déplacement qui étaient réalisés en voiture conducteur, donc la personne, pas forcément le passager, même si le passager, il est aussi à capter, et qui étaient réalisés en voiture, et qui faisaient moins de 1 km, c'est-à-dire un quart d'heure à pied. Et on s'aperçoit ici, par exemple, que la question de l'accompagnement, c'est un motif essentiel à travailler pour pouvoir remettre des gens à pied. Et la question des achats aussi, qui sont faits notamment pas mal en voiture. Donc, on a fait aussi d'autres analyses, par exemple, pour les 1 à 2 km, parce qu'il y a d'autres enjeux qui vont être d'allonger les distances de marche, etc. Mais cette approche un peu marketée nous permettait aussi d'identifier les cibles prioritaires pour développer la fameuse part modale de la marche à pied. Une autre analyse qu'on a fait, c'est de regarder, alors les différentes tâches que vous voyez sur le plan, c'est de regarder la marche à pied sous l'angle potentiel, c'est-à-dire essayer d'identifier, d'intervenir au maximum là où on s'aperçoit qu'on va tout de suite pouvoir avoir des résultats sur notre action. Ce que vous pouvez voir ici, c'est une approche très simplifiée de ce qu'un architecte qui s'appelle Philippe Badeg a théorisé dans La ville de la pantoufle, qui est qu'une ville idéale où en fait n'importe quel service du quotidien pourrait être globalement accessible à pied. On l'a simplifié parce qu'en gros, je vous passe le schéma, mais il identifie aussi des collèges, des lycées, etc., où en fait c'est des choses où on pourrait y aller en bus. Donc en fait, il y aurait d'autres liens vers d'autres concepts qui sont la ville du quart d'heure, etc. Ici, on a simplifié, on s'est dit, bon, à moins d'un quart d'heure à pied, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il faudra au moins pouvoir se soigner, il faudra au moins pouvoir se restaurer, c'est-à-dire au moins avoir un supermarché, une boulangerie, une épicerie, au moins pouvoir accompagner ses enfants à l'école et au moins pouvoir avoir quelque chose d'un peu ludique, un restaurant, un tabac presse, etc. Et en fait, on a croisé l'implantation de tous ces services du quotidien. Et ce que vous voyez dans les tâches, ce que vous voyez les tâches rouges foncées, c'est les endroits où, à moins de 500 mètres, pardon, ce n'est pas un quart d'heure, c'est même 500 mètres, donc c'est 7 minutes. À moins de 500 mètres, toutes les tâches rouges ont tous les services du quotidien potentiellement accessibles à pied. Et quand on regarde par rapport à l'usage majoritaire de la marche, il n'y a pas forcément un lien de cause à effet évident. Et en fait, ce qui montre qu'il n'y a pas de lien de cause à effet, c'est aussi la qualité de l'espace urbain dans toutes ses composantes. Donc c'est une première approche. On n'a pas mis les lieux de transport et les arrêts de bus parce qu'en fait c'était tellement maillé le territoire du Grand Nancy que n'importe quel endroit est globalement à moins de 100 mètres d'un arrêt de bus. Il faudrait rentrer sur la fréquence de dessert de l'arrêt de bus, etc. Il y a d'autres éléments qu'il faudrait en faire. Là, on a fait une approche très simplifiée. Mais ça nous permettait éventuellement de cibler les endroits où il faudrait développer la part modale de la marche et les endroits où on pourrait essayer d'identifier des corridors pour allonger un peu les distances de marche et encourager chaque personne à marcher un tout petit peu plus pour relier en fait ces pôles de proximité et de manière un peu si on regarde en négatif, de se dire de faire des petits tests de temps en temps en disant est-ce qu'à cet endroit-là, si j'avais une boulangerie en plus, pof, et en fait le secteur, ça se trouve, il s'allumerait parce qu'en fait à une boulangerie près ou à un service de proximité, on s'apercevrait qu'en fait on a un secteur qui serait marchable au quotidien. Suite à ça, donc je fais un peu une ellipse temporelle, on a déployé 10 actions sur le plan piéton et on s'aperçoit que les 10 actions ne sont absolument pas uniquement des actions d'infrastructure. On a mis 4 grandes thématiques. Une thématique que j'appellerais bouger, en gros qui concerne principalement les enjeux de mobilité, de voirie, qui vont être sur la question de réaffirmer la place du piéton, sur la question de franchir les intersections, d'assurer les continuités dans les aménagements, en phase travaux, dans les centres, lors des opérations de renouvellement urbain. Donc ça, c'est vraiment la partie tisser le réseau. On a la partie habitée, donc là, je ferai plus le parallèle avec ce que vous a montré très concrètement Lionel Faure juste avant, c'est-à-dire qu'en fait, il ne s'agit pas juste de marcher en sécurité pour vouloir marcher. La plupart des gens, quand on leur demande pourquoi ils marchent, parce que ça leur fait plaisir, parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils trouvent que la ville est belle, parce qu'ils marchent pour leur santé. Et donc, en fait, là, il y a beaucoup de travail à faire sur la question du rapport à la rue. Est-ce que la marche aussi, c'est aussi pour rencontrer des gens, multiplier les lieux de rencontre? Un exemple qui n'est pas la marche, mais qui est transport collectif. À Nancy, par exemple, je crois qu'il y a à peu près 10%
de la fréquentation, alors avant le Covid, mais 10% de la fréquentation du réseau de transport collectif en heure de pointe, qui étaient des personnes âgées qui ne prenaient pas le bus pour aller d'un endroit à un autre, qui prenaient juste le bus pour rencontrer des gens parce que sinon elles se sentaient seules. Et en fait, cette question de travailler la rue pour refaire une rue intergénérationnelle, une rue de rencontre, etc., c'est quelque chose qui est extrêmement important justement pour développer la marche à pied. Il y a Sonia Lavagno, du moins qui est une consultante qui parle beaucoup de marche à pied, vous dirait que pour regarder la marchabilité d'un espace, il faut aussi regarder les gens qui sont assis et qui s'arrêtent sur l'espace, et pas forcément compter les gens en mouvement. Donc il y a la question sur habiter la rue aussi, travailler la rue même, la question sur l'expérimentation et l'innovation, parce qu'il y a tout à inventer sur la marche, la question sur le rapport à l'art urbain pour embellir la ville et pour donner envie aux gens de s'approprier leurs espaces. Et ensuite, il y a des questions qui sont plus sur de la communication ou ce qu'on appelle du management de la mobilité, sur le lien à l'école, retrouver le chemin de l'école, faire de l'écomobilité scolaire, faire des rues scolaires, la question de l'intergénérationnel, de la marche comme vecteur de santé, et enfin, redorer l'image de la marche et du vélo, parce que là, on a fait un lien sur la politique globale en mode actif. On sait que l'automobile, c'est le plus gros annonceur publicitaire en France. On n'aura jamais les moyens de le concurrencer, et pourtant, il y a une très bonne publicité, vous pourrez regarder, qui est mise en place pour l'instant par Bruxelles Mobilité, qui vous montre qu'en fait, on pourrait avoir une approche un peu marketée de la marche et qui donnera juste envie aux gens de trouver ça cool, tout simplement. Alors là, je vous ai mis quelques exemples. Le grand enjeu, c'est que le but dans un plan piéton, c'est d'avoir quelque chose qui marche, qui est une action forte et visible sur laquelle la collectivité puisse communiquer, qui soit très parlante, qui montre aux automobilistes qu'en fait, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et ensuite, vous avez aussi plein d'expérimentations et plein de choses qui sont très diffuses et qui permettraient de faire de l'appropriation urbaine et aussi des choses ciblées en termes de communication. Et on s'aperçoit que les services qui sont sollicités, l'infrastructure, l'urbanisme réglementaire, la morphologie urbaine, l'animation, la communication, la participation, la ludification, etc., etc., etc. Il y a beaucoup de services et beaucoup de compétences dans les différents acteurs de la ville qu'il va falloir mobiliser pour faire ce plan piéton. Quelques exemples, je ne vais pas tous vous les montrer parce que malheureusement on n'a pas le temps. Donc là, sur réaffirmer la place du piéton, je vous ai montré quelque chose qui a été fait à Strasbourg. Donc ils ont fait un plan piéton. Ils ont fait un plan piéton et notamment dans ce plan piéton, il y avait des magistrales, excusez-moi, il y avait des magistrales urbaines qui ont été identifiées et où en fait, quand on comptait les piétons, il y en avait même beaucoup plus que de voitures. Et quand on regardait la distribution de l'espace public, alors ça fait un peu, ça peut faire un peu facile de le dire comme ça, mais quand on regardait la distribution de l'espace public, on voyait qu'il y a un tiers de l'espace qui était dédié aux piétons, alors qu'il y en avait 2 tiers. Il y avait plutôt 2 tiers de piétons quand on regardait les flux, en fait, et qu'on comptait les flux sur l'espace. Et quand vous regardez ce qu'ils ont fait, donc en 4 ans après, ils ont inversé et ils ont vraiment retravaillé, quitte à même supprimer une voie bus à cet endroit-là, où en fait l'espace piéton prend les 2 tiers de la place sur le pont, et quand vous regardez l'intersection qui a été faite juste à côté, elle a aussi été complètement retravaillée pour vraiment affirmer justement cette place du piéton sur un endroit fort, du réseau. Un autre exemple qui n'est plus sur un espace même, qui est sur le réseau lui-même, ça a été ce qu'on appelle les super manzanas, les super pommes, dans la ville de Barcelone, mais d'autres villes en Espagne l'ont fait. C'est juste pour agrandir au maximum et à moindre coût le réseau piéton et vélo. Tout simplement, ils ont pris 2 rues sur 3 et ils les ont données aux piétons et aux vélos. C'est-à-dire que Barcelone, vous voyez, c'est quelque chose qui est… c'est un urbanisme qui est très… qui est très défini. Ça a été un plan qui a été très… Je n'ai pas le mot. Pas grave, qui était quadrillé et défini, et en gros là ils ont identifié des endroits qui étaient pour les spécifiques aux voitures, et ils ont mis des endroits où en fait on ne peut plus traverser, on ne peut plus se garer, on peut juste desservir. Donc éventuellement on peut rentrer dans la rue pour déposer quelqu'un et repartir, mais on ne peut même pas se garer dans la rue, et toutes les rues ont été réaménagées via des aménagements très légers et redonnés au mode actif. Vous voyez la même rue en avant-après sur les 2 photos de droite. Là, en haut à droite, c'est la rue avant. Et en bas à droite, c'est la rue après.
franchir les intersections. Donc là, je vais aller assez rapidement. C'est juste pour dire qu'on peut aussi multiplier le nombre d'intersections. Il y a plein d'endroits où, en fait, le fait de supprimer un passage piéton sur le trottoir, des fois, c'est extrêmement compliqué. Et vous avez des exemples où, en fait, on commence par supprimer un passage piéton parce qu'on ne sait pas comment le gérer dans un carrefour à feu. Ou en fait, où vous avez une sortie de lycée, le passage piéton, il est à 50 mètres de la sortie de lycée, alors que l'arrêt de bus, il est pile en face de la sortie de lycée et personne ne comprend pourquoi tous les lycéens, eh ben, en fait, ils traversent en dehors des clous du passage piéton. Donc, pour éviter qu'on fasse ça, la plupart des collectivités mettent des barrières pour être bien sûr que les piétons, les lycéens, ils fassent un beau détour de 50 mètres sur le passage piéton et on se retrouve avec des choses qui sont un peu aberrantes, remplies de barrières et de potelets, et on a des personnes en fauteuil roulant qui se mettent à traverser en fait, au milieu de la rue parce qu'on a oublié qu'en fait, l'accessibilité, il y avait des problèmes d'accessibilité qui ne pouvaient pas circuler. Là, donc là, c'est des exemples où en fait, vous regardez les cheminements piétons qui ont 5 passages piétons pour arriver à franchir leur intersection, alors qu'une voiture, elle attend au feu et elle est complètement directe. Donc, on peut aussi se poser la question de pour qui est fait mon aménagement. Ici, on est à 15 minutes à pied de l'hypercentre de Nancy, de la place Stanislas. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, on est sur un endroit qui est clairement avec un potentiel piéton important et on a un espace qui est encore hyper urbain. La question des continuités peut aussi se passer en phase chantier. Donc, il y a la continuité dans l'espace, mais aussi il y a la continuité n'importe quand, tout le temps. Donc, ça, c'est des exemples qui ont été faits sur le Grand Lyon, notamment. Ils ont travaillé sur cette continuité en phase chantier. D'autres l'ont fait aussi. La question de multiplier les lieux de rencontre. Donc, on a les places. Là, je vous donne un exemple qui a été fait sur la place de la Nation à Paris, avec de l'urbanisme extrêmement léger dans un premier temps, où en fait, ils ont reconquis progressivement l'espace de la place en réduisant la taille de l'anneau, en retravaillant les contre-allées, en piétonnisant certains endroits. Et c'est quelque chose qu'ils ont fait en participation, en intégrant une participation forte avec les habitants. Vous avez d'autres exemples sur la question d'habiter la rue, donc le rapport à l'espace. Il y a les rues végétales qui sont faites à Paris, il y a les rues scolaires qu'on parlait, les rues aux enfants. Il y a les exemples de Bâle ou de Lorient, même en France, où en fait vous développez la rue. Vous développez les zones de rencontre sur la base du volontariat. Vous avez fait des espèces de jeux concours, en fait, où dès qu'il y a des gens qui sont volontaires, on leur donne quelques mobiliers urbains et en fait, ils peuvent eux-mêmes s'approprier la reprise de leur rue. Ça permet aussi de faciliter aussi de limiter l'implication, en tout cas de la collectivité dans ces choix-là, parce que des fois, c'est des choix qui impliquent des choix forts sur le stationnement. Quand ça vient des habitants eux-mêmes, c'est plus facile que quand c'est imposé par la collectivité. L'art urbain, je vais passer parce que j'ai déjà pris un petit peu de temps. Retrouver le chemin de l'école, on en a parlé, donc je vais passer. Je peux en parler. Et les questions sur initier une magistrale piétonne, petit à petit, c'est des choses qu'on a essayé pour tisser en gros cette magistrale qui serait un peu un lieu de laboratoire. L'objet de la magistrale piétonne, ça n'est pas de dire que les piétons, ils vont tous passer par là. C'est plutôt de cibler les endroits où il y a le plus possible de piétons et d'automobilistes qui risquent de passer par ces chemins-là pour en faire un peu un laboratoire de tout ce qu'on pourrait voir sur le développement de la ville à pied. Donc, c'est se baser sur les endroits où il y a le plus de potentiel. C'est pour ça que vous voyez en parallèle les tâches urbaines de proximité, que vous voyez en parallèle les parcs et les entrées de parcs pour travailler aussi sur cette fameuse aire d'influence des parcs urbains. Et donc, on avait identifié plusieurs points d'appui justement sur ces lignes piétonnes. C'est-à-dire que vous avez un réseau magistral, mais pour qu'il soit intéressant, il faut le rythmer. Il faut se dire, en fait, c'est pas loin. En fait, tu passes devant l'école machin, devant la place qui est jolie, devant l'endroit où il y a des jeux pour enfants. Et en fait, vous marquez des points de repère, une carte mentale pour les citoyens. Et en fait, on a essayé d'identifier différents points d'appui sur lesquels pourrait se baser cette fameuse magistrale cyclable. En conclusion, un plan piéton, c'est des aménagements sécurisés en cohérence avec les besoins des piétons, pas forcément n'importe où. Des espaces publics requalifiés et animés pour inciter à la pratique de la marche. Un budget spécifique, parce que souvent, on identifie plein de choses. Et en fait, le nerf de la guerre, c'est que ça implique plein de services différents et il y a rarement de budget alloué. Donc, en fait, c'est assez compliqué d'avoir quelque chose de cohérent. Du temps, parce qu'en fait, ça demande énormément en termes d'animation et vers les habitants et en animation interservice pour arriver à mettre tout le monde en musique pour développer ce plan piéton. Et de nouvelles méthodes de travail, de participation pour proposer un plan qui correspond aux attentes des habitants. Un des travaux qu'on a fait sur Nancy, c'était justement de travailler sur un peu lâcher le crayon, d'essayer de croire que
une seule personne au service technique avec sa propre vision de la ville pouvait comprendre toutes les subtilités du développement de la marche de la femme, du moins du développement de la marche à pied. Par exemple, je n'ai pas parlé de féminisation de l'espace public, mais il y a plein de choses. Il y a énormément de choses qu'on ne comprend pas avec un seul regard sur le développement de la marche à pied. Et donc, le besoin de croiser le regard nécessite vraiment de dynamiter un peu les méthodes de travail existantes sur la conception de la rue. Voilà, j'ai essayé de le faire en bref, mais je crois que j'ai déjà un petit peu débordé, je m'en excuse. Non, c'est parfait. Vous inquiétez pas. Merci beaucoup, Louis, pour votre intervention. Du coup, je vous propose désormais de passer à la session questions-réponses. Bon, je vais juste... Hop, avec une première question pour tout le monde. Quels sont les arguments pour convaincre une collectivité de mettre en place un plan piéton? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Louis, je crois qu'il a apporté à peu près toutes les réponses, mais allez-y, allez-y. Moi, je veux bien revenir sur ce sujet. J'ai été dans un passé pas si lointain que ça, conseiller en stratégie à la direction de la voirie à la mairie de Paris, et la réflexion sur la place du piéton dans la ville, elle est venue, elle a mis du temps à germer parce que c'est un flux, comme on a dit, mais c'est aussi quelqu'un qui a de multiples activités dans l'espace public, et c'est difficile à cerner. Le piéton, il est difficile à cerner. On le segmente quand on l'analyse, quand il est un enfant qui va à l'école. On le segmente quand on appréhende le déplacement des personnes en situation de handicap. Et là, on arrive à trouver des réponses. Mais avoir une approche globale, multiscalaire, comme je l'ai montré tout à l'heure, c'est compliqué parce que justement, c'est un électron libre, le piéton. Et en tant qu'électron libre, il a des moments de liberté qu'il utilise dans l'espace public, et puis il est aussi un acteur du déplacement avec un flux, des délais, etc., quand il va au travail, parce qu'on se rend compte aussi que le piéton, aujourd'hui, il a compris que la marche est efficace. Avec un maillage très fort, comme il y a à Paris ou dans des villes qui ont une histoire ancienne, voire médiévale, eh bien, ces maillages sont favorables au déplacement des piétons parce qu'il se faufile, il va partout et il va très, 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 très vite, alors que même les transports collectifs sont des fois beaucoup plus longs. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, et j'ai vu une des questions, la marche, c'est un moteur économique. Et ce moteur économique, il est utilisé aussi par les commerces. Mais il y a un point, et c'est là que je voulais arriver, c'est que vis-à-vis des collectivités, la marche, ça peut être aussi synonyme de privatisation de l'espace public par des concessions, un certain nombre de choses. On a bien vu les débats qu'il y a eu récemment sur les terrasses de café, payantes, pas payantes, etc., dans le cadre du Covid, mais aussi dans le cadre de la réflexion. Et le piéton, lui, il est soumis là aussi à une privatisation de certains espaces qui deviennent privatisés au profit de différentes activités commerciales qui rentabilisent aussi l'espace public. Donc la notion économique du piéton, elle est multiple et elle est complexe parce que dans certains cas, il profite au rez-de-chaussée de la ville. Il y a des urbanistes de renom en ce moment qui travaillent sur les rez-de-chaussée de la ville et cette relation entre cet espace commercial de rez-de-chaussée et l'espace public et qui sont intéressants. Et puis, il y a un moment où on déborde de ce rez-de-chaussée sur l'espace public au détriment des piétons. Et dans une des questions qui a été posée tout à l'heure, le piéton, il rencontre d'autres piétons, mais il rencontre aussi
et c'est là que ça devient problématique, les gens qui utilisent le trottoir, c'est pour ça que je parlais de sanctuarisation, pour se déplacer en trottinette, etc. Et puis, on avait inventé dans un premier temps les pistes cyclables sur les trottoirs. Et je pense que là, on n'a pas compris que le trottoir, c'est un espace de liberté pour le piéton. Et moi, j'ai vu dans des pistes cyclables où les gens roulent très vite, ben les enfants, les parents les tiennent bien à la main et il n'y a pas de liberté parce qu'on sait que si l'enfant s'égare un peu, il va se retrouver devant le vélo et l'accident paraît inévitable. Et toute cette réflexion rend complexe l'appréhension du piéton. C'est vrai que c'est facile de répondre en matière d'aménagement, mais quand on parle, comme l'a dit Louis, des questions habiter la ville, c'est aussi habiter l'espace public. Quand on parle de tous les autres usages, j'ai noté, et ça c'est intéressant, il y a 3 aspects qui sont des aspects d'aménagement. Tous les autres sont des aspects qui sont liés à la participation à la vie de la ville, dont l'économie, mais aussi la santé, dont tous ces usages qui sont très complexes, difficiles à appréhender et qui ne peuvent n'être traités qu'au cas par cas en fonction de diagnostics, etc. Et chaque lieu est un cas particulier. Certes, le traitement magistral, c'est de l'aménagement physique. Mais la qualité et l'urbanité du lieu, elle ne peut s'interpréter que localement. Je ne vais pas prendre toute la place pour la parole, alors je m'arrête. Merci Hervé pour cette réponse. Est-ce que Lionel ou Louis, vous souhaitez ajouter quelque chose ou passer à la question suivante? C'est très complet. Non, c'est bien. Ça marche. Alors, une question pour Lionel. Est-ce que les habitants ont été concertés pour la mise en place de ces rues-écoles? Et si oui, de quelle manière? Et quelle est la place globalement des associations de parents d'élèves ou de riverains dans la réalisation de ces projets? Alors, pour répondre à la deuxième, vous m'entendez là? Oui. Oui. Pour répondre à la deuxième question, c'est à venir parce que du coup, pour l'instant, on est sur une approche, on va appeler ça un kit de démarrage pour symboliser, pour matérialiser la piétonisation. C'est-à-dire que ça reste modeste, c'est de la peinture, c'est du mobilier transitoire et après, on va engager avec les 15 sites qu'on a choisis, on va dire des séances de co-construction qui vont dépasser le champ de l'aménagement pour savoir comment on améliore, on fait évoluer le dispositif. Pour répondre à la première question, et là c'est une réponse assez ferme de la part de la collectivité, en l'occurrence la commune, même si nous on a appuyé cette demande-là, il n'y a pas eu de concertation sur le fait de piétoniser. C'est-à-dire pour les élus grenoblois, libérer l'espace circuler ou en stationnement n'était pas négociable. Donc, effectivement, il y a eu une réunion d'information à la population, union de quartier, association d'habitants, sur lequel la commune a informé les habitants que il y avait 15 rues qui allaient être libérées et pas fermées à la voiture. Hein. Chaque mot a le vocabulaire a de l'importance, c'est-à-dire que les riverains pouvaient rentrer chez eux et sortir de chez eux. Et du coup, cette information, ce n'était pas de la concertation pour dire on vous propose 25 rues, choisissez 110. Ce n'est pas le sujet. Et ça renvoie bien à la question de l'acceptabilité, c'est-à-dire qu'il y a à la fois du conservatisme chez certains, ou certains types de populations ou certains types de quartiers, et puis il y a aussi la logique de contraintes de liberté. Et les automobilistes, ils expriment historiquement, depuis qu'ils ont gagné la bataille dans les années 70, ils perdent du territoire petit à petit et ils continuent à se bagarrer pour dire moi, j'aurai moins de place de stationnement, moi, je ne pourrai plus circuler dans mon quartier pour emmener mon enfant à l'école le matin, donc je vais devoir adapter mon comportement. Mais du coup, il n'y a pas eu de concertation sur le fait de piétoniser, comme sur les extensions récentes du centre-ville avec des arguments très piéton, très économique, très qualité de vie des habitants, des résidents, des touristes, des gens qui déambulent en ville, quoi, et des terrasses.
Voilà. Parfait. Merci Lionel pour cette réponse. Une question pour Louis maintenant. Est-il possible d'intégrer dans un plan piéton une estimation des bénéfices économiques pour les collectivités et les usagers? Alors oui, et alors il y a un truc très facile si on veut le faire pour des plans piétons et des plans vélos. Alors, ce qu'on peut intégrer économiquement, on peut intégrer toutes les externalités, ça c'est facile. Par exemple, intégrer les externalités sur la santé, sur la baisse de l'accidentologie, sur le nombre de morts en moins liés à la pollution de l'air et sur la monétarisation des émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est possible parce qu'il y a de manière assez simplifiée, il y a un logiciel européen qui le fait, qui s'appelle le logiciel HEAT, si ça vous intéresse, H-E-A-T. Ça nécessite un peu de compréhension du logiciel, mais c'est possible. Sur la question de l'impact économique du développement du piéton, c'est possible. Par contre, si vous voulez vous lancer là-dedans, c'est pas le même investissement. C'est beaucoup plus lourd. Il y a Bruxelles Capital qui l'a fait. Il y a, donc, ça existe. Par contre, c'est une étude beaucoup plus lourde. Ensuite, vous pouvez avoir des choses qui sont juste si l'objectif c'est de convaincre. Vous pouvez avoir des choses qui sont beaucoup plus légères. Par exemple, vous prenez un quartier qui vous intéresse, vous faites une enquête panier, vous prenez toutes les boulangeries, les boucheries, les commerces de proximité. Ça a été fait à Berlin il n'y a pas longtemps. Vous leur demandez d'où viennent les gens, comment ils sont venus et combien ils ont payé. Voilà. Et en fait, vous apercevez que déjà entre la représentation mentale du commerçant et la réalité, il y a un biais énorme en faveur de la voiture. Donc tout le monde pense que en fait, nos parkings, nos business, si on n'a pas de voiture, on est mort, alors qu'en fait, les gens, ils viennent pour la plupart à pied et qu'en fait, la voiture qui se met à cheval sur le trottoir, elle a plutôt tendance à être nocive pour le développement du commerce que pour le reste. En faisant une enquête d'occupation, on s'aperçoit en grattant un peu plus que la voiture qui est devant la boulangerie, 60% du temps, c'est la voiture du boulanger et c'est pas la voiture du client. Donc en fait, il y a des manières, si ce qu'on veut, c'est de convaincre en tout cas nos élus ou nos concitoyens de se lancer dans une démarche de piétonisation, il y a des outils. Si ce qu'on veut, c'est vraiment d'avoir une étude économique, etc., on peut le faire, mais c'est un peu plus poussé. Et je terminerai juste par. Donc, je disais, il y a la ville de New York qui avait fait un truc intéressant sur une piétonisation. Alors, je dis une piétonisation, on va dire une reconquête d'une rue, parce que c'était plus justement large que la piétonisation, et qui montre que, en fait, en passant d'une 2x4 voies, en gros, automobile à quelque chose de plus urbain, en fait, le chiffre d'affaires des commerces explose, pas forcément pendant les travaux, mais après. Pourquoi? Parce que les piétons et les cyclistes, en fait, ils achètent moins, mais en fait, ils reviennent tout le temps. Et donc, la fausse bonne idée, c'est de mettre des énormes parkings en centre-ville en espérant que les automobilistes vont arrêter d'aller dans les zones d'activité. En fait, les zones d'activité, elles sont faites pour les automobilistes et on n'arrivera jamais à les empêcher parce qu'elles seront de toute façon plus accessibles. Et que c'est un peu se tromper de cible de faire des méga parkings. Et on s'aperçoit que justement, les piétons et les cyclistes, en fait, ils sont hyper fidèles parce qu'ils sont dépendants justement de cette chalandise d'hyper proximité, comme je vous montrais dans les différentes tâches urbaines. Et donc, c'est plutôt favorable au développement des commerces de proximité, même si ensuite il y a une étude qui a été faite par le CEREMA, et je m'arrêterai avec ça, qui vous montrait qu'en fait, il y a quand même un impact, c'est-à-dire que, alors c'est plutôt les projets de piétonisation, mais même ces grands projets de tram, etc., où il y a des travaux, globalement, vous aurez des ARA et vous aurez un peu moins de speedy à un endroit où il y a une zone piétonne, parce que c'est un peu plus compliqué d'aller chez Feu Vert quand c'est une zone piétonne. Voilà. Merci beaucoup Louis pour cette réponse. Léa, je ne sais pas si tu as vu, mais Mélanie demandait si on pouvait répéter le nom de l'outil qui permet de mesurer les externalités. HEAT, H-E-A-T, je vais vous l'envoyer, je vous le mets dans le commentaire, ça s'appelle HEAT Walking Cycling. Si vous avez envie de vous amuser avec ça, je vous l'envoie dans les commentaires. Merci beaucoup. Alors, maintenant une question pour Hervé. Amsterdam égale ville au vélo, Paris égale ville au piéton, est-ce le cas? Je mets mon micro, voilà. C'est vrai que Amsterdam, c'est la ville des mélos, mais c'est aussi la ville des piétons. On se promène de façon assez agréable à Amsterdam. Et puis à Paris, c'est vrai que dans l'histoire, Paris était avant tout
une ville tournée vers le piéton où, où le piéton avait et a toujours sa place malgré les difficultés que l'on rencontre. Et puis, le piéton est venu le rejoindre. À partir du moment où il a commencé à, à, à avoir un aspect réel dans les mobilités, les déplacements, le vélo, lui, il a commencé à être traité de façon efficace dès les années 2000. Voilà. Donc, et aujourd'hui, le nombre de pistes cyclables sécurisées est en augmentation et puis il a été en plus ce plan de vélo, il a été développé encore plus avec les aménagements de type piste Covid qui sont venus s'implanter un peu partout. Pas toujours, et je dirais un mot d'ailleurs des pistes Covid, ça a été des réponses d'urbanisme tactique qui n'ont pas été toujours parfaitement bien réalisées et qui ont décrédibilisé d'ailleurs même les projets en question. Comme je l'ai dit tout à l'heure, et j'insiste, l'espace public, si on veut que ce soit le lieu des mobilités actives, il doit être de qualité et la mauvaise qualité chasse les marcheurs, les piétons de l'espace public. Et ça, quand on fait de l'urbanisme tactique, si on se plante, ben, il faut l'expliquer, mettre des panneaux, dire pourquoi, parce que c'est très sensible. Et on ne peut pas faire de la mauvaise qualité et prétendre après avoir des développements de marcheurs qui se rendent à leur travail, des gens qui utilisent réellement l'espace public ou qui le vivent. Et là, j'insiste beaucoup là-dessus. Ça a décrédibilisé beaucoup ces modes de déplacement parce que le marcheur, il est dans un centre touristique ou dans un quartier qui a une histoire, mais qui est un quartier plutôt populaire. Mais il a ses pratiques, ses habitudes, mais il faut qu'il soit en sécurité, dans un lieu confortable. Il a un ressenti, hein, et ça, c'est extrêmement important. On ne peut pas faire de la sous-qualité si on veut créer des marcheurs. Merci Hervé pour cette réponse. Je pense qu'on peut encore poser une dernière question qui est à destination de vous trois. Le destin du piéton est-il de se laisser marcher sur les pieds par les autres modes de déplacement? Si vous avez des... Moi, je trouve que c'est une très bonne question. En fait, c'est justement une question qu'on s'est posée à Nancy. Parce que Nancy, quand on regarde le classement en fait, des villes marchables, etc., on peut dire que Nancy a une part modale de marche extrêmement importante. Mais elle a une part de la marche importante parce qu'elle a une ville qui est compacte, qui est très resserrée sur le centre. Il y a plein d'explications qui rejoignent ce qu'a dit Hervé tout à l'heure. Mais en fait, elle est aussi, ils sont aussi, il y a plein de gens qui marchent aussi parce qu'il y a très peu de gens qui font du vélo et il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent le bus. Et qu'en fait, le risque, c'est que si on ne fait rien, le développement je sais pas, d'un plan vélo efficace sur Nancy va avoir aussi peut-être principalement pour effet de choper des piétons vers le vélo que de choper des automobilistes vers le vélo. Donc l'intérêt de faire un plan piéton structuré en France, c'est aussi de conserver ces piétons qui sont un peu des piétons par non-choix, en fait, des gens qui, par impossibilité, et pas uniquement de convaincre de nouveaux automobilistes. C'est-à-dire qu'en fait, le plan piéton va nous permettre de sécuriser les autres plans de développement des bus et du vélo. Donc oui, la réponse, c'est que le gros risque de ne pas faire de stratégie marche, c'est que les autres stratégies soient assez peu au service du report modal depuis la voiture. Peut-être un complément, mais même si ce qui est dit est plus que parfait. J'aime bien l'image de se faire marcher dessus. Et
à défaut d'une stratégie, parce que malgré tout, c'est difficile d'établir une stratégie, et je parle pour le compte de ma métropole, parce que le piéton, enfin les aménagements pour les piétons, et le sujet, ce n'est pas que l'aménagement, hein, ça a été dit, on l'a bien senti dans ce petit meet-up, euh, les lignes d'aménagement spécifiques piétons n'existent pas ou que très rarement dans les collectivités. Nous, on a un plan vélo avec X millions d'euros sur le mandat. On a un budget espace public au travers de notre métropole qui vise à refaire des places, qui vise à faire des projets, à accompagner l'urbanisme, à faire des projets modaux, bus, tramway, etc. Et on a rarement des lignes spécifiques piétons. On n'a pas de ligne accessibilité, même si l'accessibilité, ce n'est pas que le piéton. Et à défaut d'avoir une stratégie, il faut à minima des référentiels et des outils techniques, voire philosophiques ou politiques, pour dire un piéton, un trottoir dans une rue ad hoc, c'est au moins 2 mètres de large et ce n'est pas la norme accessibilité. Une traversée piétonne sur un axe à fort trafic, c'est à minima, ou devant une école, c'est à minima un plateau ou un temps d'attente de moins de 30 secondes, etc. Et aujourd'hui, ce sont des outils qui manquent parce que les autres problématiques de réseau, dont le tramway 100% prioritaire, dont les bus à 90% prioritaire, voire parfois les réseaux vélos, même si c'est un peu plus subtil, imposent finalement leur matrice de réglage des carrefours, des aménagements moins contraignants pour eux, et on fait subir toutes ces contraintes aux piétons. Et nous, je mettrai en ligne, peut-être post-webinaire, une fiche pratique qu'on a éditée dans notre guide des espaces publics, une fiche qui dit donner envie de marcher, où on a écrit en 4 pages toute la philosophie autour de la marche, même si on n'a pas de plan piéton. Donner envie de marcher, c'est aussi donner la priorité aux piétons, y compris dans les intersections. Pourquoi faire attendre un piéton, comme ça a été dit, X secondes, ou lui faire traverser 6 traversées piétonnes, alors que l'automobiliste, on lui donne le vert de manière anticipée ou le bus. Et effectivement, à minima, une feuille de route technique pour que les services, que ce soit en chantier, en projet ou en conception urbaine, prennent le piéton comme une cible plus que prioritaire, en fait, même s'il n'y a pas de plan piéton. On l'a globalement dans les grosses équipes de maîtrise d'œuvre et les projets urbains, mais on ne l'a pas dans la vie quotidienne des services et des projets, ou moins en tout cas. Je dis autrement de ce qu'a dit Louis, hein, mais c'est quand même un peu ça. Et si tu me permets, Lionel, Oui, moi je pense qu'il ne faut pas opposer les bien modes sûr que non. actifs. Et c'est pour ça que moi je pense que l'appréhension doit être globale, systémique. Bien sûr. Et c'est à toutes les échelles, c'est ce que j'ai voulu démontrer tout à l'heure, et à chaque échelle, que chaque mode soit considéré de façon à ce que justement, on évite que les uns se marchent sur les pieds des autres et qu'on finisse par opposer les modes actifs les uns par rapport aux autres parce qu'ils pourraient présenter, être contre-productifs si par malheur ils étaient pensés trop longtemps séparément. Voilà, ça paraît la base de ce raisonnement parce que ils n'ont pas tous. Il y a ceux qui régulent les flux. Bon, tout cela, on les comprend. Et puis le piéton, c'est autre chose, mais il faut qu'il soit intégré dans toutes les réflexions. Eh bien, je vous propose que l'on conclue sur les mots de Hervé. J'en profite pour remercier nos 3 intervenants pour la qualité de leur présentation. Pour la suite, en fait, je vais faire une petite synthèse de ce qui a été dit aujourd'hui et je vais envoyer cette synthèse aux participants. Du coup, dans ce petit résumé, je vais inclure les quelques questions qui n'ont pas pu être posées. Donc, comme ça, je vous demanderai aussi par email de m'aiguiller pour répondre à ces questions. Et enfin, nous sommes en train de réfléchir sur le thème de notre prochain meet-up. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des suggestions, que ce soit sur nos réseaux sociaux, dans cette boîte de chat ou encore par email, si vous voulez qu'on aborde certains thèmes. Voilà, je vous remercie tous pour votre présence aujourd'hui. Je vous souhaite